Ma question est simple, mais elle me hante. Est-ce que le progrès fait vraiment de meilleures sportives? Bonjour, je m'appelle Alex Wagner et j'ai vécu avec presque toutes les M compactes de l'histoire. La M3 E30, E36, E46, puis E92. Et depuis, rien de plus moderne. Pire, j'ai même jamais essayé de rouler dans une sportive datant de post-2010. Pas par snobisme, mais par peur de ce que j'allais perdre. En pureté, en connexion mécanique, en sincérité, en émotion. Alors en essayant pour vous cette M2 G87, j'arrive avec un regard un peu décalé. Un regard frais de passionné qui n'a jamais été exposé à la nouvelle école. Donc prenez un café et installez-vous bien. D'abord un grand merci à Automotion pour le prêt de cette M2 qui est actuellement en vente chez eux. Je mets un lien dans la description. Bon, j'ai utilisé mon code promo 1G pour sortir le rapport quart vertical de leur M2. 3 voyants verts veut dire qu'il n'y a aucun problème relevé, ni sur l'évolution du kilométrage, ni le statut légal, ni les dommages accidents. À part ça, il n'y a pas beaucoup d'entrées, ce qui est attendu s'agissant d'une voiture de 12 mois et seulement 5000 km. Mais en même temps, en 12 mois, il peut s'en passer des choses. Regardez ce rapport qui a permis à un client d'écarter une belle 135i cabriolet qu'il envisageait. Alors pour vous aussi faire parler le passé des voitures qui vous intéressent, vous pouvez utiliser mon code promo 1G pour avoir moins 20% sur vos rapports quart vertical. Merci quart vertical de soutenir la chaîne et maintenant retour à notre M2. Alors la première impression, c'est que la M2 c'est un gros truc lourd, une sorte de tank de sport. Et pour cause, elle pèse pas moins que 1725 kg. Pensez donc, c'est le poids d'une M5 des années 90, la génération E34. Et pourtant, il n'y a pas d'hybridisation, il n'y a pas de moteur électrique, il n'y a pas de batterie. Donc comment BMW en arrive là? Peut-être la cause primaire, ce sont les dimensions. Écoutez, cette voiture fait 1,89 m de large. Si ça vous dit rien, je vais vous donner une référence. La série 7 des années 80, propulsée par un V12, la 750i, faisait 2 cm de moins que cette voiture. Vous imaginez ça? Alors, il ne faut pas jeter la pierre à BMW, tous les autres constructeurs c'est pareil. J'ai fait une vidéo sur l'obésité automobile qui en est à plus de 300 000 vues, donc ne me lancez pas là-dessus. Alors vu la lourdeur sur la balance, peut-être que c'est à propos que la M2 ait un style un peu lourd. Alors je dis ça, mais les narines au moins sont relativement fines par rapport à ce qu'on trouve sur la M3 par exemple. Mais les blocs d'entrée d'air ici sont assez massifs. Bon, c'est fonctionnel hein, parce qu'on a des radiateurs derrière, d'ailleurs qui ne sont pas très bien protégés. Tout du long ici, on a du radiateur. Bon, c'est une voiture qui est agressive. On dirait qu'elle a envie de péter une bouteille de verre sur votre gueule. Peut-être qu'au moins, quand on double sur autoroute, ça fait pousser les autres voitures. Le bombage de capot souligne la puissance cachée en dessous. On a des ailes qui sont boursouflées. On a un bas de caisse qui dépasse de loin de la carrosserie, si bien qu'on dirait un marchepied. Quand on va vers l'arrière, c'est là où ça se gâte le plus. J'ai l'impression d'un chaos de forme, comme si la voiture avait été accidentée ou peut-être comme si elle portait son camouflage de quand c'était un prototype déguisé. Heureusement, notre voiture d'essai est noire, donc elle porte assez bien ses formes. Dans d'autres couleurs, c'est plus difficile à porter. Regardez celle-ci chez Automotion, qui est équipée de plus de 20 000 € d'options de chez M Performance. Alors ça, c'est une baie moteur bien pleine. Elle promet d'être difficile pour travailler dessus, mais bon, après tout, une voiture comme ça, on ne travaille pas dessus soi-même. On n'arrive pas à voir la mécanique, on n'arrive pas à deviner quelle est l'architecture. Le seul indice, ce sont les 6 indentations en plastique dans le cache qui soulignent qu'on a affaire à un 600 lignes. Sinon, on ne saurait pas. Alors c'est un moteur qui est efficace, hein, parce que 460 chevaux, 550 Nm, de quoi propulser la voiture de 0 à 100 en 3 secondes 9. C'est-à-dire c'est à peu près comparable à une Porsche 959 dans les années 80. C'est fou ça. Alors les moteurs M aujourd'hui turbo-compressés n'ont rien à voir avec ceux des décennies précédentes qui étaient atmosphériques et qui racontaient une histoire tout au long de leur montée de régime avec la puissance qui arrivait d'un coup selon le profil des arbres à cames, qui commençait vraiment à s'emballer vers 6000 tours et qui partait dans un élan d'opéra jusqu'à 8000 tours. Aujourd'hui, on a un moteur qui développe son pic de couple dès 2500 tours et qui maintient ce couple maximum tel un plateau. Donc on n'a pas
le même récit qui est raconté tout au long de la prise de régime. Alors pourquoi est-ce que BMW a fait ça? Pour la même raison que tous les autres constructeurs. Il y a des normes à respecter en termes d'émissions de CO2, c'est-à-dire de consommation de carburant, et donc il faut davantage d'efficience énergétique. Et les turbos apportent ça. Ensuite, ce qui vend une voiture aujourd'hui, c'est sa fiche technique. Alors techniquement, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un tel plateau de couple? Eh bien, ce sont des turbos à double entrée, twin scroll en anglais, plus une gestion fine de cette suralimentation, un double Vanos, et tout ça concourt à obtenir un couple qui arrive très tôt et qui peut être maintenu électroniquement pour ne surtout pas dépasser les contraintes maximum de la boîte de vitesse. Alors c'est efficace et performant, ça, incontestable. Mais le plaisir au volant, c'est ce qu'on va partir maintenant découvrir ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez mes analyses techniques, parce que ça soutient la chaîne et comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Alors, je ferme ma porte et il y a une petite animation sur l'écran qui montre ma portière en train de basculer, comme si j'étais dans un jeu vidéo. Alors déjà, la première impression, c'est une impression saisissante de qualité. Ça pue la qualité ici, tous les matériaux, l'assemblage. Je retrouve devant moi un énorme écran large. Je ne sais pas exactement quoi en faire. Alors j'ai pris la peine juste avant d'enclencher la caméra de configurer en mode M1. J'ai mis tout sur le minimum, direction confort, frein confort, l'anti-patinage activé, la boîte de vitesse sur son mode le plus confortable, le moteur sur le mode efficient, etc. Et sur le bouton M2, j'ai configuré tout l'inverse, c'est-à-dire hardcore. On va voir ce que ça donne. Alors, engine start. Ouh. On sent qu'il y a une intention dans ce moteur. Alors, je ne sais pas exactement si ça vient dans les enceintes de l'habitacle ou pas, mais c'est plutôt agréable. J'ai un petit affichage tête haute qui me montre la vitesse, c'est très futuriste. Putain, j'ai des schémas partout. J'ai un schéma qui montre une petite place verte parce qu'elle est occupée et 3 places rouges parce qu'elles sont inoccupées. On se demande pourquoi. Il y a trop de choses à voir en fait. J'arrive même pas à voir mon niveau d'essence. Ouais, ok, je l'ai trouvé, j'ai un demi-plein. Ok, ma température d'huile est là. Mon régime moteur, il fait une espèce d'angle comme ça. Ma vitesse, elle fait une espèce d'angle. C'est tout à fait contre-intuitif. Bon, laissons sa chance au produit. On va voir comment je m'y fais. Ah ouais, tiens, c'est marrant, en sortie de rond-point, on sent tout de suite avec l'avalanche du couple, l'arrière-train en train de bouger sur ses cils en bloc. Ça, c'est un mouvement très BM, sauf qu'il est accentué sur cette voiture, parce qu'évidemment, avec les modèles M3 atmosphériques que j'ai connus, on n'a pas du tout cette avalanche de couple qui arrive. Alors, j'avoue que ça peut devenir assez addictif. Ah, j'ai senti un truc. Ah oui, ok, ça doit être la tenue de cap automatique. Tiens, j'ai un bip qui me dit attention à la survitesse. La direction, elle m'a l'air artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune remontée d'informations. C'est assez déroutant. Non, alors, ouais. Non, mais on touche tout de suite du doigt le problème. J'ai ouvert l'accélérateur là pendant 3 secondes et j'étais à une vitesse que je ne peux pas vous déclarer publiquement. Et je dois me contenir, me retenir. Cette voiture, c'est le contraire de l'abandon. Bon, je vais mettre sur M2 parce que j'arrive sur une double voie qui va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, oh putain, j'ai encore plus de poussée qu'avant. Et y compris, je suis dans une montée là. Bah, la voiture s'en fout complètement. Montée, plat, descente, c'est la même chose pour elle. Et en sortie... ouais, il y a tout de suite du rodéo, il y a des pap au niveau de l'échappement. Tiens, la boîte est en train de garder les rapports inférieurs plus longtemps. Et là, si je veux doubler une voiture, bah, je l'avale comme si elle était à l'arrêt. Et non, mais le problème, on va beaucoup trop vite là. Je ne peux pas cravacher cette voiture. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Et le moteur est le même à tous les régimes. C'est-à-dire, il y a autant de couple à 2500 tours qu'à 5000. Il fait la même sonorité à 2500 qu'à 5000. Alors, par contre, pour celui qui veut une GT
bien sportive. Alors là, respect. Là, je me sens confortable. Je pourrais sereinement enquiller des milliers de bornes. Je suis en train de passer juste devant un radar, on y va tranquille. Je pourrais traverser des pays en une journée. Pour celui qui veut voyager, ouais, c'est top. Le toucher de route est bon. Hein. La route est bien filtrée. On a une impression d'amortissement haut de gamme, premium. Ouais, c'est agréable. Qu'est-ce qu'il en est du poids? À l'accélération, bah non, on ne sent pas. Par contre, je sens dans les mouvements qu'elle a sur ses ressorts et ses amortisseurs qu'il y a une masse qui se trimballe. On le sent. Alors, c'est en partie gommé. Là, je prends ce rond-point. On n'a pas l'impression d'être dans une série 7, hein, parce que la direction est légère, la direction est rapide et incisive. Donc, dans une certaine mesure, ça gomme le poids. Mais psychologiquement, intellectuellement, je sais que c'est une voiture qui pèse 1725 kg. Et donc, je vais être souvent en train de me dire, mais comment elle serait cette voiture si elle pesait 300 kg de moins? La direction est un petit peu trop directe. C'est-à-dire que c'est nécessaire pour gommer l'impression de masse. Mais du coup, on a un truc qui est pas très serein. Ce qui est dommage parce que c'est une voiture que je trouve est plus GT que véritablement sportive. Donc c'est une GT un peu hyperactive. Je sais pas. On va mettre la seconde. Ouais, c'est un tournant qui est assez raide. Bah, il y a du grip partout, aucun mouvement. Oh, elle repart comme une balle. Oh là là. Alors là, je sens la largeur parce que je suis sur une route qui est plus étroite. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une série 7 des années 80 au niveau largeur. Alors, les mouvements sont beaucoup mieux contenus, mais qu'est-ce qu'elle occupe de la place sur cette route? Ah, c'est trop large. Comment voulez-vous attaquer sur, par exemple, le col de Turini avec une voiture comme ça? Trop large. Ouais, c'est une mécanique très sérieuse. La sonorité, je la trouve très artificielle. J'ai l'impression qu'elle n'est pas authentique. J'ai l'impression, et ça renforce mon impression avec la direction, d'être sur une PlayStation. On va faire chanter un peu le moteur parce que là, il y a un gap dans le trafic. Écoutez. Oh, elle prend la vitesse. Ouais, c'est une bonne imitation d'un moteur à explosion, mais c'est pas authentique. J'ai une espèce d'afficheur qui me rappelle que je suis sur la limitation de vitesse en permanence. C'est assez emmerdant. Où sont les aides à la conduite qu'il faut déconnecter? Je ne les trouve pas comme ça. Je sais que la législation réclame de faire plusieurs clics pour pouvoir les décocher et qu'il faut les redécocher à chaque fois qu'on rallume la voiture. Je ne sais pas vous, mais ça pour moi, ne serait-ce que ça, c'est rédhibitoire. Au revoir, je pue de la voiture. Bon, c'est peut-être juste moi. Après, il y a un autre truc. Le malus écologique, on en parle. Cette voiture, si on l'achète neuve, il y a plus de 40 000 € de malus écologique. Je ne sais pas trop qui paye ça, mais il faut être vraiment motivé. Il faut vraiment vouloir une sportive moderne. Moche, lourde, chère. Voilà comment on parle de la M2 G87. Mais moi, je voulais en avoir le cœur net. L'histoire automobile est pleine de modèles qui, initialement, ont été mal reçus, puis sont devenus cultes. Alors cette M2 G87 connaîtra-t-elle le même destin? Rendez-vous dans 25 ans. Maintenant, si vous voulez comprendre pourquoi nos sportives modernes prennent autant de poids au sens propre, regardez ma vidéo sur l'obésité automobile. C'est une tendance lourde qui nous concerne tous.